Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à un programme de calcul de la poutre continue par la méthode des 3 moments. Pour suivre cette vidéo, vous devez avoir quelques prérequis. Mais avant cela, je m'en vais vous montrer un visuel de ce que nous sommes censés obtenir à la fin de cette vidéo. Sur l'image que vous voyez juste à l'écran, il s'agit tout simplement de l'interface de ce programme de calcul d'une poutre continue par la méthode des 3 moments. Il sera donc question pour nous de demander certains éléments à l'utilisateur, tels que les caractéristiques de la poutre, entre autres sa rigidité, par exemple sa longueur, le nombre d'appuis, etc. Et ensuite générer tout simplement la courbe des moments fléchissants, calculer et générer la courbe des efforts tranchants, calculer et générer la courbe des déformés. Pour suivre cette vidéo jusqu'à la fin, vous devez avoir quelques prérequis, notamment en programmation Python, plus précisément en programmation orientée objet, car c'est le type de programmation que nous allons plus utiliser dans ce tutoriel. Vous devez également avoir des bases en RTM. Mais n'ayez pas peur, pour ces deux éléments, c'est-à-dire la programmation Python, vous aurez tout simplement un lien en description qui va vous permettre de suivre un cours complet, professionnel, sur la programmation Python, donc de l'introduction jusqu'à la programmation orientée objet, passant par quelques petits projets d'exercice et de pratique. En ce qui concerne la méthode des 3 moments proprement dit, vous aurez le lien d'un petit document résumant cette méthode des 3 moments également en commentaire. Nous allons ainsi débuter avec cette vidéo. Alors, nous allons commencer ici par la définition de quelques éléments clés. Une poutre continue, premièrement, c'est une poutre reposant sur au moins 3 appuis. Alors, une poutre est donc dite continue si le nombre d'appuis est strictement supérieur à 2. Ce type de structure est dit hyperstatique car les équations d'équilibre statique ne suffisent pas à déterminer toutes les réactions et moments internes. La méthode des 3 moments ou la méthode de Clapeyron permet de résoudre ce problème en introduisant premièrement la compatibilité des rotations aux appuis. Deuxièmement, ça introduit également les propriétés de rigidité, c'est-à-dire le produit E fois I des travées. E ici qui est mis pour le module de Young et I qui est mis pour le moment d'inertie. Et vous avez enfin les effets des charges sous forme de rotation équivalente. Alors, cette méthode des 3 moments ou la méthode de Clapeyron repose sur des hypothèses fondamentales. Comme première hypothèse, la poutre étudiée doit être tout simplement plane. Par la suite, les déformations doivent être vraiment petites. Ensuite, le comportement élastique de la poutre doit être linéaire et enfin le module de Young E et le moment d'inertie I de la poutre doivent être constants par travée. Alors, pour débuter, n'est-ce pas, la conception de ce programme, il est donc indispensable ici de télécharger certaines bibliothèques nécessaires ou des bibliothèques que nous devons utiliser. Alors, dans ce bloc de code, vous avez l'ensemble des bibliothèques qui vont nous servir tout au long de ce projet. C'est-à-dire la bibliothèque NumPy, la bibliothèque Matplotlib, la bibliothèque Tkinter ici pour le graphisme, ou même pour la représentation graphique, etc., l'interface graphique. Vous avez également les éléments tels que du data class et les éléments du typing, etc. Donc, l'ensemble de ces bibliothèques que vous voyez juste là sont naturellement étudiées ou bien détaillées dans la vidéo portant sur la programmation Python dont vous avez le lien en description et qui vous est également offert par l'entreprise Rouya. Alors, pour mieux concevoir ce programme, nous allons commencer par créer des classes de données. Avant de commencer la création de ces classes de données, nous devons d'abord, n'est-ce pas, définir l'ensemble des éléments constitutifs de notre système que nous étudions, c'est-à-dire notre système poutre-appui. Alors, pour l'ensemble de ces systèmes, nous avons premièrement les caractéristiques suivantes. Nous avons le type d'appui, nous avons l'emplacement des appuis, nous avons tout simplement la poutre en elle-même, c'est-à-dire longueur de la poutre, nombre de travées par exemple. Nous avons également le type de distribution des charges qui sera tout simplement appliqué sur notre système ou sur notre poutre.
nous pouvons avoir des distributions de charges linéaires ou bien tout simplement des distributions des charges ponctuelles qui seront appliquées sur notre poutre. Donc, ainsi, vous avez l'ensemble des éléments constitutifs de notre système. Alors, la création des classes de données, ce sont tout simplement des classes qui représentent chacune au moins un élément constitutif de notre système. Premièrement, nous allons commencer par créer la classe des appuis. Alors là, vous avez le petit code qui permet donc de créer la classe des appuis. Pour un appui donné, comme attribut de cet appui, vous devez avoir par exemple sa position. Donc là, vous avez la position de l'appui et vous avez également le type d'appui. Alors ici, n'oublions pas que nous distinguons trois types d'appuis majeurs. Il s'agit ici des appuis simples, les appuis articulés et les appuis encastrés, que nous allons un peu plus développer dans la suite de ce tutoriel. Par la suite, nous allons donc créer une classe concernant tout simplement les travées. Alors, voici donc le code qui permet de générer tout simplement cette classe de travées. Pour créer une travée, nous avons besoin de connaître la position de la travée ainsi que sa longueur. Donc, pour le faire, nous allons tout simplement définir un début pour notre travée. Donc, ce début représente tout simplement la coordonnée représentant le point début de notre travée. Et par la suite, nous avons la fin de notre travée et la coordonnée, bien la position finale de cette travée-là. En faisant tout simplement position finale, position début, vous serez donc ainsi apte à déterminer tout simplement la longueur de la travée. L'avantage de procéder ainsi, ça nous permet d'avoir à la fois les coordonnées de notre travée, c'est-à-dire lorsque vous donnez une position, c'est une coordonnée que vous entrez. Lorsque vous donnez une position finale, c'est également une coordonnée que vous entrez. Avec cela, nous pouvons délimiter exactement ou bien situer exactement notre travée sur notre poutre. Alors, par la suite, vous avez donc la création de la classe des charges reparties. Nous avons dit que nous pouvons afficher deux types de charges sur notre poutre, n'est-ce pas? Nous avons la charge linéaire et nous avons également des charges ponctuelles. Alors, les distributions de charges linéaires sont encore appelées charges reparties dans ce cas. Voici donc la classe concernant les charges reparties. Alors, pour une charge uniformément repartie, nous avons besoin naturellement de la coordonnée du début de cette charge, vu que c'est une charge repartie, et également de la coordonnée de fin de cette charge. Et nous avons besoin d'un troisième élément, il s'agit tout simplement de l'intensité de cette charge. Donc, pour une charge de façon générale, nous donnons tout simplement sa localisation et nous donnons son intensité. C'est ce que nous allons faire dans ce bout de code juste là. Aussi, nous allons donc créer une classe pour les charges ponctuelles. En ce qui concerne une charge ponctuelle, le procédé c'est tout simplement le même. Nous allons donner donc la position de la charge ponctuelle, son point d'application ou sa localisation. Et nous allons également donner son intensité. L'intensité ici, qui est également un flottant qu'on peut le voir juste là. Pourquoi? Car l'intensité ici n'est pas forcément un entier, ça peut être un nombre à virgule flottant. Il en est de même pour la position. D'où l'utilisation des types flottants lorsque nous définissons tout simplement cette position et ces différentes intensités, que ce soit dans le cas de cette charge ponctuelle ou bien dans le cas de la distribution des charges linéaires que nous avons vu juste précédemment. Alors, une fois le décor ainsi planté, nous allons à présent débuter avec la création du moteur de calcul. Le moteur de calcul est donc constitué ainsi qui suit. Nous avons une classe calculateur poutre continu pro qui regroupe tout simplement ici l'ensemble des opérations calculatoires que nous allons effectuer tout simplement tout au long de ce tutoriel. Premièrement, cette classe calculateur poutre continu pro regroupe les données géométriques, c'est-à-dire ici la longueur, les appuis et les travées. Nous avons deuxièmement les données mécaniques, c'est-à-dire ici le module de ion E et également le moment d'inertie I de la poutre donnée ou bien de la travée. Par la suite, nous avons donc les actions extérieures telles que les charges et enfin, nous avons les résultats mécaniques tels que les moments, les réactions et naturellement les déformés.
L'ensemble de ces éléments sont ainsi consignés donc dans cette classe calculateur poutre continue. Notons ici que ce moteur de calcul suit une logique orientée objet, comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, similaire à celle utilisée dans les logiciels de calcul professionnels tels que Robot Software Analysis, SAP 2000 et bien d'autres logiciels de calcul encore. Nous avons ainsi la création de notre classe calculateur poutre continue Pro, comme le voyez juste là. Je tiens à rappeler qu'ici, que les calculs effectués, ce sont des calculs professionnels basés sur les formulations exactes du cours Sénat. Formule de la page 5 du cours plus précisément. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez également le lien de téléchargement gratuit de ce document enseignant ou bien plus précisément de cette portion de ce document qui s'intéresse à la méthode des 3 moments. Le lien sera présent tout simplement en description. Vous pourrez aller donc télécharger également ce document et consulter un peu plus en profondeur l'ensemble des formules qui sont utilisées là pour les calculs. Une fois cette classe créée, nous allons ici commencer par initialiser tout simplement notre système. L'initialisation du système ici va se faire tout simplement par la définition de certains attributs importants pour notre système, tels que la longueur totale de la poutre ici, les listes vides naturellement pour les appuis, les travées et les charges. Alors, dans ce cas, aucune hypothèse mécanique n'est encore imposée. Le modèle est neutre, prêt à recevoir les données physiques. C'est d'ailleurs ce que nous allons faire grâce à ce constructeur. Ce constructeur ici va tout simplement nous permettre d'initialiser les attributs. Ici, par exemple, vous avez la longueur totale qui est un flottant, n'est-ce pas? Alors ici, vous avez donc l'ensemble de ces listes qui sont créées juste là. Donc là, nous avons donc la longueur totale ici. Nous avons une liste des appuis qui est vide dans ce cas, une liste des travées. Et ici également, nous avons la charge repartie, qui est également une liste. Pourquoi est-ce que c'est une liste dans ce cas-ci? Alors, c'est une liste qui va tout simplement contenir les coordonnées qui vont définir l'emplacement ou bien l'espace sur lequel cette charge repartie sera tout simplement distribuée. Nous avons également la charge ponctuelle. Alors, la charge ponctuelle ici sera également faite sous forme de liste, car rappelez-vous, sur une poutre, vous pouvez avoir plusieurs charges ponctuelles à des emplacements différents. Alors, c'est le cas général. Donc, ici, nous travaillons avec le cas général, pas avec un cas particulier. Alors, comme résultat ici, vous aurez donc des moments aux appuis et des réactions. Vous verrez que ces éléments ne sont pas définis dans ce cas-ci. Pourquoi? Car ce sont les éléments qui seront obtenus après tout simplement le calcul, grâce à ces attributs de base que nous avons entrés au préalable. Nous allons à présent définir la méthode qui va nous permettre ici de créer tout simplement les appuis. Alors, notons ici que nous distinguons 3 types d'appuis majeurs. Dans notre cas d'étude, par exemple, car nous pouvons également avoir plusieurs autres types d'appuis, dépendant du domaine de l'ingénierie dans lequel nous exerçons. Comme premier type d'appui, ici, nous avons les appuis simples. Dans le cas des appuis simples, les moments isostatiques ici sont considérés comme étant nuls. Il en est de même pour les appuis articulés. Alors, mais pour le troisième type d'appui, les appuis encastrés, il y a existence des moments ou des contre-moments selon le type de force que vous allez appliquer naturellement sur votre mécanisme. Donc ici, ce moment est tout simplement inconnu. Donc c'est une indéterminée que nous devons déterminer dans le cas des encastrements. Alors en ce qui concerne également les rotations, rappelons que dans le cas des appuis simples et des appuis articulés, les rotations ici sont également des éléments inconnus, car rappelons que lorsque un appui est simple ou articulé, un élément peut tout simplement y pivoter. Donc si tu veux pivoter, ça veut dire que tu peux naturellement roter. Donc il y a un potentiel angle de rotation qui sera donc défini ici. Donc ça fera également partie des indéterminés. Mais dans le cas d'un appui encastré ou d'un encastrement, la rotation sera tout simplement impossible, donc elle sera tout simplement nulle. Alors, ces appuis conditionnent ici les conditions aux limites. Lorsque nous parlons de conditions aux limites, il s'agit naturellement des cas de moment et de rotation dont nous venons de parler. Alors, ces appuis conditionnent également
la détermination du degré d'hyperstaticité. Selon le type d'appui, vous aurez tout simplement un degré d'hyperstaticité adapté. Par exemple, pour un encastrement ici, vous voyez que là, vous n'êtes pas libre de roter, vous n'êtes pas libre de vous déplacer. Donc là, vous serez tout simplement complètement immobile, pas possibilité de mouvement. Alors, ici, ces appuis permettent également en troisième position ici de calculer ou de déterminer les moments inconnus, c'est-à-dire les MI. Alors, MI ici, il s'agit tout simplement des moments dans les travées, dans chaque travée I. Alors, il a noté qu'ici, dans la méthode de Clapeyron ou la méthode des trois moments, chaque appui intermédiaire introduit une équation. Chaque encastrement, quant à lui, introduit également une équation spécifique. Donc, juste là, dans ce petit bout de code, vous avez la méthode ou bien la fonction de classe qui nous permet ici tout simplement de définir ces appuis. Alors, la définition d'un appui va se faire également ou bien naturellement ici via ses attributs. Comme attribut d'un appui, vous avez sa position premièrement, qui est ici un flottant. Pourquoi un flottant? Parce qu'une position peut se situer, n'est-ce pas, à une certaine distance qui n'est pas forcément un entier. Vous avez également le type d'appui que nous l'avons énuméré juste précédemment. C'est-à-dire, ceci, ça peut être un appui simple, ça peut être un encastrement, ça peut également être un appui double, etc. Alors, je tiens à rappeler qu'ici, il y a encore d'autres types d'appui, une fois de plus, qui souvent sont très utilisés, par exemple, par des mécaniciens. Vous pouvez avoir des appuis élastiques et consorts. Mais dans ce cas-ci, nous allons nous limiter à ces trois principaux types d'appui. Maintenant, lorsque vous avez défini ainsi, comment ajouter donc ces appuis à la poutre? Donc là, vous avez les conditions d'ajout de ces appuis. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Que si le type d'appui n'est pas contenu dans cette liste-là, alors cette liste-là vous sera proposée lorsque vous voudrez ajouter un type d'appui particulier sur votre interface. Donc, si le type d'appui que vous entrez n'est pas parmi ces trois types d'appui ici, c'est-à-dire simple, articulé, encastré, on vous retourne tout simplement un message d'erreur disant que le type d'appui que vous avez entré est tout simplement invalide. Donc maintenant, lorsque vous définissez un type d'appui et que tout fonctionne bien ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons tout simplement ajouter cet appui-là à cette liste d'appuis. Donc grâce ici à la méthode append. Nous allons à présent nous mouvoir vers la définition des travées et de la rigidité d'une travée. Tout d'abord, c'est quoi une travée? Une travée est tout simplement la portion de poutre comprise entre deux appuis successifs, sauf cas exceptionnel, par exemple des éléments ou bien des poutres en porte-à-faux ou en console. La rigidité, quant à elle, est définie tout simplement par EI, qui est égal au produit de E, c'est-à-dire E pour le module de U, et de I ici qui est mis pour le moment d'inertie. Dans la méthode des trois moments, chaque travée peut avoir sa propre rigidité. Les coefficients des équations dépendent directement de cette rigidité-là. Alors, voici donc le petit code ou bien la méthode nous permettant de définir tout simplement cette travée et ces rigidités, c'est-à-dire localisation de la travée et affectation des paramètres intrinsèques à cette travée-là. Donc là, la méthode est définie travée. Il y aura ici naturellement comme paramètre ici, nous avons l'index de la travée, nous avons le module de Young et nous avons également le moment d'inertie. Alors, comment est-ce que ce petit bout de code fonctionne-t-il? Tout d'abord, nous allons commencer donc par effectuer une petite vérification, c'est-à-dire, lorsque l'utilisateur va tout simplement ancrer l'index de la travée, si l'index de cette travée est supérieur ou égal au nombre d'appuis, moins 1, alors qu'est-ce que nous disons? Nous allons tout simplement retourner ce message d'erreur disant que l'index de la travée qui est ancré est tout simplement non valide. Alors, si cette condition-ci n'est pas vérifiée, nous pouvons tout simplement continuer.
Alors, nous continuons ici par tout simplement définir le début de notre travée et la fin de la travée, vu qu'elle existe. Alors, le début de la travée qui sera tout simplement égal à self.appui. Donc là, vous avez l'index de la travée, position. Donc, l'index de cette travée va tout simplement définir tout simplement le début de cette travée-là. Il en est de même pour la fin. Alors, pour la fin d'une travée, si vous avez son index, vous aurez tout simplement à mettre index plus 1. Alors, pour mieux illustrer cela, regardons par exemple cette petite poutre ici, isostatique. Nous avons une seule travée, n'est-ce pas, avec deux appuis. Donc ici, nous avons une seule travée, nous avons un appui et nous avons deux appuis. Le nombre de travées ici, c'est 1 et l'index de cet appui, par exemple, c'est 1. Donc, pour trouver le début de cette travée, ça sera tout simplement égal à l'index de cet appui que vous voyez juste ici. Et maintenant, pour trouver la fin de cette travée, ça sera tout simplement l'index de cet appui plus 1, qui est égal à tout simplement l'index de notre travée en question plus 1, qui va donner la fin de cette travée, non cet autre appui, sa position. Donc maintenant, nous allons continuer. Une fois que vous avez ainsi localisé votre travée, vous allez tout simplement procéder à une mise à jour de la travée. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que si l'index de la travée est inférieur au nombre de travées, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons tout simplement, n'est-ce pas, affecter ces éléments ou bien ces attributs à cette travée-là. Cette condition-ci, bien cette condition particulièrement, ça nous permet d'affecter les conditions ou bien les paramètres que nous avons définis pour entrer ici, c'est-à-dire le module par exemple de Young, le mouvement d'inertie, le début et la fin de la travée à une travée naturellement qui existe déjà. Alors dans le cas contraire, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons tout simplement ajouter à la liste des travées cette travée que nous venons de définir. Alors pourquoi cet élément? Pour mieux illustrer cela, nous allons donc nous rendre un peu dans PowerPoint. Alors juste ici, supposons qu'ici, n'est-ce pas, vous ayez par exemple cette poutre qui repose naturellement sur trois appuis. Alors, supprimons par exemple cette travée, cet appui autant pour moi, supprimons cet appui C. Vous verrez que, en considérant maintenant cette nouvelle poutre, nous avons une poutre qui repose sur deux appuis, mais qui au lieu d'avoir une seule travée a deux travées. Alors cette travée-ci est tout simplement en porte-à-faux, n'est-ce pas? Considérons par exemple cette travée, que c'est la travée que nous voulons définir. Alors, lorsque nous retournons donc juste ici, dans Jupyter Notebook, alors pour cette condition qui était juste en bas, qu'est-ce que nous disions? Nous disions que si l'index de cette travée est inférieur tout simplement au nombre de travées, nous effectuons cette opération. Maintenant, dans le cas contraire, nous ajoutons naturellement cette travée que nous avons définie à notre liste de travées. Donc, cette première condition, vous l'aurez juste ici. Alors, si l'index de la travée est inférieur tout simplement au nombre de travées, pour cette travée que vous voyez juste ici, en considérant la définition fondamentale que nous avons donnée au départ, vu que nous avons deux appuis, nous avons tout simplement une seule travée, n'est-ce pas? Maintenant, si nous avions trois appuis, et là nous avons tout simplement deux travées. Alors l'index de cette travée-ci, en considérant ces trois appuis, sera donc inférieur au nombre de travées. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas contraire, vous aurez qu'ici, nous avons deux appuis, donc logiquement, nous avons une seule travée, n'est-ce pas? Parce que nous supprimons cet appui naturellement. Donc en supprimant cet appui, nous sommes censés avoir une seule travée. Mais vous avez donc cette nouvelle travée qui sera définie, c'est-à-dire cette travée en console. Son index dans ce cas-ci n'est pas inférieur au nombre de travées. Donc vous constatez cela, n'est-ce pas? Parce que nous avons une travée 1 et là nous avons travée 2. Alors son index est simplement 2, qui n'est pas inférieur au nombre de travées qui est censé être, car nous sommes censés avoir une seule travée. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous ajoutons donc cette travée à la liste des travées tout simplement. Donc maintenant de façon claire, nous aurons donc deux travées.
une travée ici qui repose sur 2 appuis et une deuxième travée qui sera tout simplement en console. Nous allons à présent nous mouvoir vers la méthode de définition des travées par défaut. Quelle est l'utilité de cette fonction ou bien de cette méthode? Alors, cette méthode va nous permettre donc d'initialiser les travées après que l'utilisateur ait naturellement entré tout simplement les différents appuis. Donc, dans ce bout de code, comme vous voyez juste là, nous avons donc cette initialisation. Donc, ici, qu'est-ce que nous disons? Nous définissons tout simplement, nous avons notre liste d'appuis, comme vous voyez. Liste d'appuis -1, ça nous donne le nombre de travées. En supposant dans ce cas-ci que chaque travée repose sur 2 appuis exactement. Donc là, nous avons le nombre d'appuis dans ce cas. Nous définissons le début de chaque appui grâce à la boucle for. Donc, grâce à la boucle for, nous allons gérer chacun des travées. Nous définissons le début de cet appui, nous définissons la fin de l'appui et naturellement, nous ajoutons naturellement la travée ayant comme début ou bien la travée I, c'est-à-dire la travée ayant comme début cet élément et comme fin cet élément à notre liste tout simplement de travées. Ainsi, nous avons donc initialisé de façon simple cette travée-là. Vous allez constater cela un peu mieux lorsque nous allons tester le programme. Par la suite, nous allons nous attaquer à la définition des charges. Rappelons une fois de plus ici que nous distinguons 2 types de charges majeures que nous allons utiliser tout au long de ce projet. Il s'agit ici de la charge repartie Q qui sera exprimée en kN par mètre et de la charge ponctuelle P qui sera tout simplement exprimée en kN. Ces charges vont produire des moments isostatiques et des rotations aux extrémités des travées. Alors, ces rotations sont les données fondamentales du second membre de l'équation de Clapeyron. L'équation de Clapeyron dont nous donnerons tout simplement l'expression dans la suite de ce tuto. Ainsi, vous avez les 2 méthodes permettant, n'est-ce pas, d'ajouter tout simplement des charges reparties et des charges ponctuelles. Donc, comme attribut d'une charge repartie, vous avez naturellement le début et la fin pour définir tout simplement l'espace sur lequel la charge sera repartie et vous avez comme troisième élément ou argument l'intensité de la force en question. Il en est de même pour les charges ponctuelles, vous avez sa position exacte ou bien le point d'application de cette charge ponctuelle et par la suite vous avez l'intensité de cette charge ponctuelle. Tous ces éléments sont des flottants car ce sont des éléments qui peuvent posséder des parties décimales ou bien qui peuvent également être des entiers. Nous allons continuer avec la construction de la méthode qui va nous permettre ici de calculer un élément très important dans l'élaboration de cette équation des 3 moments. Il s'agit tout simplement des rotations oméga et oméga prime. Comme vous pouvez d'ailleurs le voir dans ce document, là vous avez l'expression de l'équation des 3 moments. Ici vous avez donc oméga et oméga prime ou oméga prime et oméga second pour une travée précise. Alors, juste ici, pour une travée rendue isostatique, on calcule donc ces rotations aux appuis. Alors, ces rotations-ci, leurs formules de calcul vont différencier selon le type de charge qui sont appliquées tout simplement sur la travée en question. Dans le cas des charges reparties sur toute la travée, c'est-à-dire les distributions de charges linéaires, nous avons notre oméga prime qui sera égal à moins QL au cube sur 24 EI et oméga second qui sera tout simplement égal à plus QL au cube sur 24 EI. Dans le cas d'une charge ponctuelle P appliquée à une distance A de l'appui gauche, vous avez donc oméga prime qui sera tout simplement égal à moins P fois AB multiplié par L plus B divisé par 6L fois EI. Et vous avez également oméga prime qui sera tout simplement égal à P fois A fois B facteur de L plus A divisé par 6 fois L EI. Avec L ici qui représente naturellement la longueur de la travée en question. EI, comme vous l'aurez deviné, il s'agit tout simplement de la rigidité dont nous avons parlé précédemment. P représente naturellement ici la charge ponctuelle A. Nous venons donc de définir A. Et B, ça sera tout simplement la distance qui sépare le point d'application de la charge de
de l'appui droit de notre travée. Ces formules proviennent directement du CNAM. C'est un rappel de la page 5 du CNAM. Une fois de plus, c'est CNAM dont vous aurez le lien de téléchargement du document gratuitement en description. Ici, vous avez donc la méthode nous permettant de calculer oméga prime et oméga second. Nous allons expliquer de pas en pas cette méthode-là ou cette fonction. Alors ici, nous allons donc commencer ici par initialiser tout simplement notre oméga prime et oméga second à 0. Maintenant, nous allons étudier la contribution des charges reparties, dans le cas où l'utilisateur aurait bel et bien défini une charge repartie. Alors, là, nous allons commencer par vérifier si une charge prise dans notre liste de charges reparties concerne bel et bien cette travée. Pour vérifier cela, il nous suffira tout simplement de vérifier le début de la charge et la fin de la charge, vu que c'est une charge repartie. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que si la fin de cette charge est inférieure ou égale au début de la travée, ou alors si le début de cette charge est supérieur ou égal à la fin de la travée, alors toute cette étape que vous voyez juste là, nous allons tout simplement sauter cette étape. Ça voudrait tout simplement dire ici que notre charge repartie ne concerne pas la travée en question. Mais dans le cas concret, c'est-à-dire si cette charge repartie concerne bel et bien cette travée, alors nous allons effectuer l'ensemble de ces opérations que vous voyez juste là. Donc, nous allons commencer par déterminer le début de l'effet de cette charge, c'est-à-dire la localisation exacte de cette charge au niveau de la travée, ainsi que la fin de l'effet. Alors, ici, nous disons début effet est égal à max charge début, donc le max entre le début de la charge et le début de la travée. Il en est de même pour la fin de l'effet qui est égal au min entre la fin de la charge et la fin de la travée. Alors, pour mieux illustrer cela, utilisons donc ce PowerPoint. Donc, nous allons utiliser ce PowerPoint. Alors, juste ici, nous allons commencer d'abord par lancer une petite diapositive comme ceci. Alors, vous avez votre distribution des charges tout au long de notre poutre, n'est-ce pas? Admettons que vous venez juste là, vous coupez, juste ici comme ceci, cette distribution comme ceci. Alors, supposons que vous omettez cette partie, vous supprimez cette distribution. Ici, nous avons la seule distribution des charges qui est appliquée à notre poutre comme juste là. Alors, juste ici, pour déterminer naturellement la position exacte de cette distribution sur cette travée, nous avons cette ligne ici qui représente le début de cette distribution des charges et nous avons cette position de support ici qui représente, n'est-ce pas, le début de notre travée. Alors, le maximum entre la position du début de notre travée et le début de cette distribution des charges ici va tout simplement donner la localisation de la borne inférieure de notre distribution de charges. Il en est donc de même pour la distribution ou bien la fin de cette distribution de charges et la position de ce support que vous voyez juste ici. Donc, c'est ainsi que vous avez donc cet élément que vous voyez juste là. Donc, après avoir vérifié maintenant si cette charge, n'est-ce pas, appartient bel et bien à notre travée et la définition de la localisation exacte de cette charge, nous allons par la suite vérifier si la charge couvre toute la travée. Alors, pourquoi est-ce que refaire cette vérification après cette localisation? Car il existe, n'est-ce pas, une erreur de tolérance. Il existe une certaine tolérance. Une tolérance à partir de laquelle on va supposer que cette charge-là recouvre l'ensemble de la travée. Alors, cette tolérance est tout simplement de l'ordre de 10 puissance moins 9. Donc, 1 E moins 9, comme vous voyez juste là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Nous disons que si la valeur absolue du début de l'effet moins la travée du début est inférieure à 10 puissance moins 9 et la valeur absolue de la fin de l'effet moins la fin de notre travée est également inférieure à 10 puissance moins 9, alors là, nous allons supposer que cette charge recouvre tout simplement toute la longueur. Et là, nous allons aisément appliquer la formule exacte de calcul de oméga prime et
oméga second que nous avons vu précédemment. Alors, sinon, ça voudrait tout simplement dire que cette charge-là ne recouvre pas toutes nos travées. Alors là, nous allons procéder autrement pour le calcul de oméga prime et oméga second. Vu que nous avons à faire une distribution des charges, la méthode utilisée dans cette vidéo ou bien dans ce tutoriel consiste tout simplement à faire une approximation de cette distribution des charges par, n'est-ce pas, des charges partielles. Alors, pour faire cela, nous allons commencer par procéder à ce qu'on appelle un maillage, c'est-à-dire nous allons procéder à une division de cette charge continue. Dans ce cas, nous avons choisi par exemple n division, mais je tiens à rappeler ici que plus le nombre de divisions est élevé, plus votre approximation sera tout simplement précise. Alors, puisque nous avons fait n division dans ce cas, nous allons commencer donc par expliquer cette petite structure ici, et par la suite, nous allons donc illustrer cela sur le graphe comme nous avons fait précédemment. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Nous disons que pour i, in range n point, donc nous choisissons une certaine subdivision juste là. Alors ici, nous allons définir tout simplement le x local. Alors le x local ici représente naturellement le point d'application de notre petite force. Vu que nous avons effectué une division en n éléments de cette distribution des charges, lorsque vous prenez une petite portion de cette distribution des charges, alors la charge sera tout simplement appliquée au centre de cette portion-là. Donc, utilisons donc une image pour mieux illustrer cela. Reprenons donc cette distribution des charges que nous avons juste là, comme dans le cas précédent. Alors là, vous avez votre distribution des charges ici, qui est considérée juste là. Donc là, nous avons cette distribution des charges comme ceci. Supposons que c'est notre distribution des charges qui n'est pas repartie sur l'ensemble de l'apôtre. Donc nous supprimons cette partie et nous supprimons également cette autre partie. Donc là, nous avons notre distribution des charges qui est considérée, n'est-ce pas? Alors cette méthode consiste tout simplement à effectuer ce qu'on appelle une division de notre distribution des charges. Donc là, nous allons procéder à une division. Dans ce cas, nous avons choisi de faire 50 divisions. Alors, une fois que vous avez fait cette division, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre tout simplement une portion, n'est-ce pas, de cette division comme ceci. Choisissons par exemple cette portion. Nous allons calculer la charge ponctuelle équivalente à cette mi-distribution des charges. Alors, la charge ponctuelle équivalente sera tout simplement égale à cette distribution de ces charges. Notre distribution des charges était d'intensité Q, n'est-ce pas? Donc, ça sera tout simplement égal à cette distribution de charges, cette intensité de distribution de charges Q, multipliée tout simplement par la longueur de cette petite portion. Et naturellement, la charge ponctuelle équivalente sera naturellement appliquée au centre de cette portion comme ceci. Alors, c'est ce principe que nous allons utiliser, n'est-ce pas, c'est ce principe que nous allons utiliser, n'est-ce pas, pour faire une approximation de cette distribution des charges linéaires par des distributions des charges ponctuelles. Rappelons naturellement que chacune de ces petites distributions des charges sur chacune de ces petites portions va donc apporter une contribution en termes de oméga. Donc, une fois que vous avez fait, supposons que vous isolez tout simplement cette distribution des charges comme ceci. Donc là, vous avez pour graver ces petits supports comme ceci, par exemple. Donc là, vous avez cette distribution des charges équivalente, cette petite distribution des charges, ou bien cette charge ponctuelle équivalente à cette petite distribution qui est appliquée juste là. Sur l'effet de cette distribution, nous aurons naturellement une valeur pour oméga et une valeur pour oméga second, donc oméga prime et oméga second dans ce cas. Donc, pour avoir oméga prime et oméga second total, nous allons donc refaire cette opération et, n'est-ce pas, sommer l'ensemble des contributions de l'ensemble de ces distributions, petites distributions des charges pour nos différentes subdivisions à oméga prime et oméga second. Alors, une fois cela expliqué ainsi, nous allons retourner au niveau de notre code. Alors, nous étions à cette étape, à l'étape de l'approximation, n'est-ce pas? Donc, vous avez votre X local. X local ici qui représente tout simplement le centre de la subdivision choisie. Alors, pour sa localisation, ça sera tout simplement égal au début de l'effet moins la travée de début. Donc, au début de l'effet moins la travée de début
plus I plus 0,5 multiplié par la longueur de la charge divisée par n points. Alors, longueur de la charge divisée par n points, ça va tout simplement représenter la longueur de notre subdivision, qui est considérée ici comme étant un pas. Le pas qui est un mot constamment utilisé dans le domaine de l'analyse numérique. Alors, une fois que vous avez fait défini ce pas, lorsque vous multipliez ce pas d'abord par I, en multipliant naturellement ce pas par I, vous avez donc la localisation, n'est-ce pas, de X partant du début de l'effet. Et maintenant, lorsque vous multipliez également ce pas par 0,5, vous obtenez naturellement la distance partant, n'est-ce pas, du début de cette subdivision jusqu'au centre de la subdivision. C'est alors ainsi qu'ici, vous avez bel et bien I plus 0,5 multiplié par la longueur de la charge divisée par N. Et naturellement, pour retrouver sa position dans le système de coordonnées global que nous utilisons, vous allez donc faire cette sommation avec le début de l'effet moins la travée des débuts. Et ainsi, vous aurez la position exacte du centre, n'est-ce pas, de cette subdivision-là. Maintenant, nous allons calculer la charge ponctuelle équivalente à cette petite subdivision. Nous allons noter cela dP. Alors, dans ce cas, dP sera tout simplement égal à l'intensité de notre distribution de charge multipliée naturellement par ce pas. Ce pas qui est égal à la longueur de la charge divisée par n que nous avons vu dans le cas précédent. Ainsi, vous avez donc la charge ponctuelle équivalente qui est appliquée à x local. X local qui représente naturellement le centre de la portion choisie, donc de la portion I, dans notre boucle fort. Donc, une fois cela fait, vous avez ainsi A qui sera égal à x local, car rappelez-vous, dans notre formule, A était la distance qui sépare naturellement le début de l'effet de notre charge, ou bien, oui, le début de l'effet de notre charge au point d'application de notre charge. Et B qui était tout simplement égal à L-A. Donc, ici, nous disons donc que si A est supérieur à 0, et B est strictement supérieur à 0. Donc là, nous allons calculer tout simplement oméga prime. À oméga prime, nous allons procéder tout simplement à une incrémentation de oméga prime et oméga second par la formule que nous connaissons tous, à la seule exception qu'ici, vous avez remplacé P par dP et plus dP et plus P par plus dP. Ainsi, nous avons donc procédé à une approximation des calculs de cette oméga de oméga prime et oméga second sous une distribution de charge continue par une distribution ou bien par une charge ponctuelle, succession ou une sommation de charges ponctuelles. Maintenant, nous allons nous intéresser à la contribution des charges ponctuelles. Alors, la contribution des charges ponctuelles est relativement simple. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons pour une charge, n'est-ce pas, contenue dans la liste des charges ponctuelles, si la travée de début est strictement inférieure à la position de notre charge et qui à son tour est strictement inférieure à la travée de fin, alors nous pouvons procéder à ces calculs. Donc là, P est égal à charge force, donc l'intensité de la force ou de la charge ponctuelle. A ici, qui est la position de la charge moins la travée de début, comme nous l'avons dit précédemment. Et B qui est égal tout simplement à L moins A, L qui est égal à la longueur de la travée naturellement. Alors, d'après la formule du CNAM, nous avons donc oméga prime et oméga second qui sont donnés par ces formules. Alors, nous allons procéder naturellement également par incrémentation. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver ici que nous ayons donc plusieurs charges ponctuelles appliquées à différents points dans notre travée. Alors, dans ce cas, l'ensemble de leurs contributions, la sommation de leurs contributions va nous permettre d'obtenir oméga prime et oméga second finaux. Donc, c'est donc ainsi que nous avons donc construit ici cette fonction qui va nous permettre de calculer oméga et oméga prime. Nous allons à présent nous attaquer au principe général de la résolution. Les équations de Cartésien sont assemblées sous forme matricielle. Résoudre donc ce système revient à résoudre tout simplement l'équation matricielle AM égale à B, avec A qui dépend des longueurs et des rigidités, B dépendant uniquement des charges. La résolution fournit des moments aux appuis. L'ensemble des moments, c'est-à-dire les moments aux différents appuis, les MI, sont consignés naturellement dans le vecteur M. Alors, comment se présentent au juste A, M et B? C'est ce que vous allez voir sur ces images par exemple. Là, vous aurez l'expression de A, ou une matrice ici
de n travées, donc de n plus 1 appui, avec alpha 0 et alpha n ici, qui représente tout simplement des éléments obtenus grâce aux conditions, aux limites. Alors, en ce qui concerne A1, B1 et C1, quels sont donc ces coefficients? Lorsque nous retournons donc ici, dans notre expression, A1 dans ce cas, ou bien AI dans ce cas, représente tout simplement ce BI que vous avez dans cette expression. BI, donc, vous avez l'expression qui est égale à LI divisé par 3 multiplié par E fois I, indice I. En ce qui concerne le BI de notre expression matricielle, ce BI est tout simplement égal dans ce cas à CI plus AI plus 1. Avec les expressions ici, naturellement, CI qui est égal à LI divisé par 3EI et AI plus 1 qui est égal à 2LI plus 1 divisé par 3EI indice I plus 1. Quant à CI, dans notre expression matricielle, dans cette expression, c'est CI que vous voyez juste là, c'est tout simplement égal à BI plus 1. BI plus 1 qui est égal naturellement à LI plus 1 divisé par 3EI indice I plus 1. Alors, quant à B quant à lui, les BI que vous voyez dans notre expression matricielle, nos différents BI seront tout simplement égaux à oméga I plus 1 prime moins oméga I second. Alors ici, sur cette image, vous avez donc ces différentes expressions. Là, vous avez AI, juste là, vous avez M. M ici qui est tout simplement le vecteur contenant l'ensemble des moments que nous cherchons, qui constitue les moments naturellement aux appuis. M0 ici constitue le moment à l'appui extrême gauche et Mn constitue tout simplement le moment à l'appui extrême droite. Donc, ces moments sont obtenus naturellement ici grâce aux conditions, aux limites. Nous parlons de M, n'est-ce pas? Maintenant, en ce qui concerne B, là vous avez donc l'expression de B, B0, B1, B2 jusqu'à Bn. Alors, rappelons qu'ici, lorsque nous revenons donc dans notre document, vous verrez qu'ici, on a très bien spécifié que cette équation sera donc réécrite autant de fois que nous avons d'appui intermédiaire. Donc, c'est de là que vient tout simplement donc la construction de notre matrice dont nous venons de donner la description. Alors, le principe général de la méthode de Clapeyron, la méthode impose la continuité des rotations aux appuis intermédiaires. Elle relie les moments de 3 appuis consécutifs, c'est-à-dire MI-1, MI et MI plus 1. C'est d'ailleurs ce que vous allez constater dans l'expression générale, n'est-ce pas, de l'équation des 3 moments d'équation de Clapeyron, comme vous le voyez juste ici. Maintenant, nous allons voir de quoi est constituée donc cette méthode ou bien cette fonction de résolution. Donc, le nom de notre fonction ici est tout simplement résoudre. Alors ici, nous commençons par un petit check-in, une vérification. Qu'est-ce que nous disons? Si le nombre d'appuis est strictement inférieur à 2, alors nous allons demander tout simplement à l'utilisateur ou bien renvoyer un message d'erreur disant nous avons besoin d'au moins 2 appuis. Alors, par la suite, nous allons donc initialiser les travées si nécessaire. Après que l'utilisateur ait entré le nombre d'appuis, automatiquement les travées seront initialisées. Alors ici, nous disons que si le nombre de travées est différent du nombre d'appuis moins 1, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous allons tout simplement initialiser les travées par défaut. Grâce à cette méthode dont nous avons donné la description précédemment. Par la suite, nous déclarons une autre variable appelée NAppui pour nombre d'appuis, qui sera tout simplement égal à length self appui, donc la longueur de cette liste-là. Alors, nous allons commencer par traiter un cas isostatique, le cas d'une poutre reposant sur 2 appuis simples. Nous disons donc, si le nombre d'appuis est tout simplement égal à 2, alors, par défaut, nous allons affecter, n'est-ce pas, les moments où les appuis seront réduits à 0, premièrement. Et par la suite, nous calculons tout simplement les réactions. Par la suite, nous allons identifier les inconnus, c'est-à-dire les moments sur les appuis, plus précisément les appuis intermédiaires. Donc, nous commençons par définir une liste d'inconnus vide. Maintenant, nous parcourons donc l'ensemble de nos appuis. Pour un appui donné,
Si le type de l'appui I est tout simplement un encastrement, alors dans la liste des inconnus, nous allons augmenter tout simplement un élément. C'est-à-dire, nous allons indexer un inconnu. Pourquoi? Alors, parce que tout simplement, au niveau de l'appui I, si nous avons un encastrement, rappelez-vous de la définition d'encastrement, nous avons dit que les moments pour les appuis encastrés ne sont pas connus. Mais pour les appuis simples et les appuis doubles, les moments sont naturellement réduits à 0. Donc, sinon, comme autre alternative, si notre appui choisi est strictement compris dans l'intervalle ouvert 0 et nombre d'appuis moins 1, alors là, nous avons affaire à un appui intermédiaire, n'est-ce pas? Vu que c'est un appui intermédiaire et sont les moments aux appuis intermédiaires que nous recherchons, nous allons tout simplement consigner cet indexer cet élément comme étant un inconnu. C'est-à-dire, ce moment en question, le moment à l'appui I, est considéré comme un moment inconnu. Et ça fait partie des moments que nous cherchons, n'est-ce pas? Ce moment MI, qui est un élément constitutif de notre matrice ou bien de notre vecteur M, dont nous avons donné la description précédemment. Nous allons à présent définir une variable appelée nombre d'inconnus. Alors ici, nombre d'inconnus sera tout simplement égal à la liste d'inconnus naturellement. Si nous avons 0 inconnu dans ce cas, alors nous supposerons tout simplement qu'au niveau des appuis, les moments sont tout simplement nuls. Et par la suite, nous allons donc utiliser ces hypothèses pour calculer les réactions. Maintenant, nous allons construire le système linéaire AM égale à B. Premièrement, nous commençons par construire notre matrice A. Notre matrice A qui est une matrice carrée d'ordre n naturellement, que nous allons initialiser à 0. C'est-à-dire une matrice carrée d'ordre n ne contenant que des 0. Il en est de même pour le vecteur B qui est de taille n naturellement. Maintenant, nous allons procéder à une initialisation des moments. Alors ici, les moments aux appuis, nous allons les initialiser tout simplement à 0. Pour pouvoir procéder à une incrémentation sans un facteur arbitraire mis au départ destiné à augmenter arbitrairement notre moment à l'appui. Maintenant, nous allons calculer tout simplement les rotations pour toutes les travées. Nous commençons par définir notre liste oméga, c'est-à-dire la liste des rotations, qui est vide naturellement. Maintenant, nous allons prendre une travée particulière, donc for I in range len self travée. C'est-à-dire, nous prenons une travée particulière, une travée I, et après avoir pris cette travée I, nous allons tout simplement calculer oméga P et oméga S, c'est-à-dire oméga prime et oméga second. Nous utilisons donc notre fonction dont nous avons parlé précédemment pour le calcul de oméga, pour un calcul rapide de oméga. Et lorsque cela est fait, nous ajoutons tout simplement ces oméga que nous venons de calculer à notre liste que nous avons créée tout simplement. Donc, nous allons remplir cette liste de rotation au fur et à mesure. Une fois cela fait, nous allons procéder à la construction des équations. Premièrement, nous initialisons cette variable équation ici, index d'équation à 0. Car rappelez-vous, nous avons affaire à plusieurs équations. C'est à partir de l'ensemble de ces équations que nous avons pu construire notre matrice. Alors, nous allons commencer par identifier un appui. Donc, nous sélectionnons un appui pour tous les appuis. Donc, pour un appui pris dans notre liste des appuis, bien, si cet index n'apparaît pas dans notre liste d'inconnus, alors là, nous allons tout simplement continuer, c'est-à-dire, toutes ces étapes seront tout simplement sautées. Mais dans le cas contraire, si l'appui choisi apparaît bel et bien dans notre liste des inconnus, alors là, nous allons continuer avec ces opérations. Nous allons commencer dans le premier cas par gérer l'encastrement à gauche. Dans ce cas de figure, nous disons, si l'appui tout simplement en question est un encastrement, cette travée sera tout simplement ajoutée à la travée dont le début correspond tout simplement à cet appui, donc la première travée. Nous allons tout simplement affecter la travée 0. Donc, les paramètres de la travée 0 sont affectés. Nous allons également l'affecter sa longueur, c'est-à-dire L0 sera égal à travée 0 point longueur. Par la suite, la valeur de oméga prime à 0 et la valeur de oméga second à 0 vont se voir tout simplement affecter oméga 0.
Alors ici, maintenant, nous allons nous intéresser à l'équation d'encastrement. Une fois tout cela fait, vous pouvez donc, n'est-ce pas, appliquer ces éléments à l'équation d'encastrement. Et ainsi, vous aurez donc votre équation d'encastrement. Une fois que vous avez fait cela, ces coefficients calculés seront naturellement ajoutés à notre matrice. Donc, ça ira tout simplement dans notre matrice A que nous avons définie précédemment. C'est ce que nous faisons d'ailleurs juste ici. Donc, nous localisons donc ces éléments, c'est-à-dire COL ou bien colonne 0. À cela, nous affectons l'inconnu d'index 0. Une fois que nous avons affecté, c'est juste une localisation. Nous allons prendre sa coordonnée VI et ajouter tout simplement cet élément dans notre matrice A, afin de procéder à une construction progressive de notre matrice A dont nous avons donné la description précédemment. Maintenant, nous allons procéder à une vérification de l'index 1, c'est-à-dire le deuxième appui. Nous disons, si le deuxième appui est dans la liste des inconnus, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous localisons également cet inconnu-là et nous venons tout simplement l'ajouter à notre matrice avec son coefficient naturellement. Car si ça apparaît réellement dans notre liste d'inconnus, alors ce coefficient sera donc calculé à partir des paramètres pris au niveau de cet appui-là. Et par la suite, ça sera ajouté à notre matrice A. Ainsi, nous avons également notre matrice B ou bien notre vecteur B qui sera ici. Notre vecteur B qui sera oméga second 0. Alors, pour le deuxième cas, vous allez tout simplement procéder de la même façon. Ça suit la même logique pour le cas de la détermination d'encastrement à droite, c'est-à-dire l'appui I est égal à N-1. Alors, une fois l'ensemble de ces calculs faits, nous allons gérer le cas des appuis intermédiaires. Ici, si l'appui choisi, c'est un appui intermédiaire, nous allons donc, n'est-ce pas, évaluer tout simplement les travées correspondants. Car rappelez-vous la méthode des trois moments, nous avons besoin de trois appuis, n'est-ce pas? Si c'est une appui intermédiaire, alors forcément nous devons avoir deux appuis périphériques qui vont constituer ainsi trois appuis et réunir l'une des conditions d'application du théorème des trois moments. Alors nous commençons par délimiter la travée gauche. La travée gauche qui sera tout simplement indexée à I-1 dans la liste des travées et la travée droite qui sera indexée à I dans la liste des travées. Alors, également, nous allons définir les longueurs, les différentes longueurs. La longueur de notre travée de gauche LG et la longueur de notre travée de droite LB. Ici, nous allons également, n'est-ce pas, calculer tout simplement ou bien affecter des valeurs à ces variables oméga. Oméga prime gauche, oméga second gauche, oméga prime droit et oméga second droit. Juste après, nous allons donc tout simplement appliquer cela à l'équation de Clapeyron. Et avant cela, rappelez-vous que l'utilisateur ici a entré également, n'est-ce pas, des modules d'élasticité. S'il n'a pas entré, alors il y a les valeurs par défaut que nous avons assignées à ces modules d'élasticité-là. Alors ici, nous avons EIG à laquelle nous affectons tout simplement la travée G.EI. Et EID à laquelle nous affectons, n'est-ce pas, la valeur du module d'élasticité de la travée droite. L'index I-1 est contenu dans la liste des inconnus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire si au moment à l'appui I-1 est inconnu, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous allons tout simplement localiser, n'est-ce pas, cet élément-là. Une fois que nous avons localisé cet élément, nous allons calculer le coefficient qui est affecté tout simplement à cet élément-là et assigner cela tout simplement dans notre matrice ou ajouter cela tout simplement dans notre matrice A. C'est ce qui est très bien fait à ce niveau. Alors, il en est de même ici pour les coefficients de MI. MI ici, nous allons tout simplement procéder, utiliser la même logique, n'est-ce pas, pour cette petite manipulation. Une fois tout cela fait, nous allons enfin procéder à la résolution du système. La résolution du système va tout simplement consister ici à déterminer ces moments, ou bien le vecteur moment qui représente notre vecteur d'inconnu, n'est-ce pas? Alors, le vecteur moment ici sera obtenu par la résolution de ce système grâce à cette méthode que vous voyez juste ici. Alors, LinAlgebra, c'est une forme de bibliothèque de Python qui fait référence, n'est-ce pas, à la résolution des équations par la méthode de l'algèbre linéaire. D'où cette abréviation de LinAlg. Alors, ici, nous ancrons notre matrice A et notre matrice B. Donc, je vais faire fi de toutes les explications portant sur Python brut. Vous aurez
l'ensemble des prérequis dont vous aurez besoin dans le lien présent en description portant, n'est-ce pas, sur une formation Python. Une fois cela fait, nous allons donc attribuer ces moments que nous avons trouvés après résolution de ces systèmes d'équations, bien de cette équation matricielle. C'est ce que nous ferons d'ailleurs juste ici en bas. Nous attribuons donc l'ensemble de ces moments. Dans le cas où cette méthode de résolution donc renvoie une erreur, nous allons donc afficher ce message tout simplement à l'écran pour l'utilisateur. Donc système singulier, configuration instable. C'est-à-dire ici, en cas de mauvaise configuration, n'est-ce pas, de l'ensemble des éléments de notre matrice. Car pour pouvoir résoudre par exemple ce système, il faudrait que nous ayons fait une matrice carrée. Car si vous remarquez que ce n'est pas carré, alors cette méthode de résolution ne pourra pas donc être applicable dans ce cas. Alors une fois cela fait, vous calculez naturellement les réactions grâce à cette fonction de calcul-réaction. Nous avons parlé juste ici du calcul des réactions. Quelle est au juste l'équation qui va nous permettre de calculer les réactions dans ce cas? C'est ce que nous allons voir dans cette partie, c'est-à-dire la méthode de calcul des réactions d'appui. Ici, vous avez les deux formules majeures de calcul des réactions. Vous avez, n'est-ce pas, juste là, vous avez la méthode discrète et là, vous avez la méthode continue. Vu que nous sommes dans un programme, ici, nous allons utiliser la méthode discrète. Alors ici, la réaction est obtenue par équilibre de chaque travée. Là, vous avez V qui représente les efforts tranchants, parmi lesquels sont contenus naturellement ces réactions, est égal à V isostatique moins MI plus 1, c'est-à-dire ici, plus cette contribution des moments, c'est-à-dire MI plus 1 moins MI le tout divisé par LI. LI qui représente naturellement la longueur de la travée sur laquelle nous sommes en train de travailler. Alors, cette formule, c'est une formule qui garantit ici l'équilibre global et la cohérence avec les moments hyperstatiques. Alors, en ce qui concerne le module en question, nous commencerons ici par identifier une travée. Alors, lorsque nous choisissons une travée, nous avons ces paramètres, sa longueur par exemple de la travée, le moment sur la plus gauche de la travée qui sera obtenu grâce à la méthode de calcul de moment que nous allons voir très bientôt, et le moment sur la plus droite qui est également obtenu grâce à cette méthode de calcul. Là, nous avons donc l'initialisation des moments isostatiques à 0. Donc, au moment isostatique gauche et la réaction isostatique droite. Alors, là, nous allons évaluer la contribution des charges reparties. En ce qui concerne la contribution des charges reparties, vous allez commencer naturellement, comme nous l'avons vu dans l'un des cours précédents, par identifier tout simplement ou bien repérer votre charge repartie sur votre travée choisie. Alors, une fois cela repéré, vous allez tout simplement calculer la contribution de cette charge-là en termes de réaction, c'est-à-dire la réaction isostatique gauche et la réaction isostatique droite due à cette charge-là. Selon que cette charge est repartie sur l'ensemble de la travée, ou bien selon que cette charge est repartie exactement sur une portion de la travée. Rappelez-vous, l'erreur ici est tolérable ici à 10 puissance moins 9. Donc l'erreur ici est de l'ordre de 10 puissance moins 9, comme nous l'avons vu dans l'un des programmes précédents. Alors, une fois cela fait, vous calculez tout simplement ces deux contributions pour les charges reparties. En ce qui concerne les charges, n'est-ce pas, ponctuelles, vous avez également le même procédé. Vous commencez, n'est-ce pas, par repérer tout simplement votre charge sur votre poutre. Vous vérifiez d'abord si cette charge que vous avez pris en considération dans la liste des charges ici appartient bel et bien à votre travée. Et si ça appartient, vous repérez tout simplement cette charge ponctuelle sur votre travée et vous appliquez cette formule que vous connaissez d'ailleurs très bien, de calcul ici des réactions isostatiques gauche et réactions isostatiques droite pour notre travée. Alors, une fois tout cela fait, vous allez donc ajouter maintenant les corrections dues au moment isostatique. Alors, ces corrections-là, c'est tout simplement la correction dont nous avons parlé précédemment lorsqu'on est en train de définir, n'est-ce pas, l'équation des efforts tranchants. C'est cette correction moment droit moins moment gauche divisé tout simplement par la longueur de la travée qui est L. Il en est même pour la réaction droite. Alors, une fois tout cela fait, vous ajoutez tout simplement tout cela aux réactions totales, comme le voyez juste ici en bas. Alors, cette fonction est relativement très simple, la fonction de calcul des réactions aux appuis. Intéressons-nous à présent au cas du calcul du moment fléchissant.
Le moment fléchissant est donné ici par cette formule. Donc, mx est égal à moment isostatique en x, plus 1 moins epsilon fois moment isostatique à travers i, plus epsilon fois ni plus 1. Alors, l'effort tranchant, quant à lui, est donné par v de x égale à moins dérivé m par rapport à dx, la déformée, qui est donnée tout simplement par cette relation. Vous avez donc ei fois v seconde de x est égal à moment en x. Alors, juste ici, vous avez donc la méthode de calcul de ces moments. Alors, quel est l'intérêt de refaire ces calculs de moments? Ça va nous permettre ici, naturellement, d'avoir les données nécessaires pour le traçage ou bien pour le tracé du graphe des moments fléchissants. Alors ici, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez donc par trouver la travée. Vous identifiez un point X sur votre poutre ici. Par la suite, vous trouvez la travée dans laquelle ces X là se situent. Alors, ce bout de code permet donc de trouver tout simplement cette travée. Une fois que vous avez trouvé la travée dans laquelle X se situe, vous allez donc identifier ou bien calculer les éléments qui vont vous aider ici, n'est-ce pas, à calculer le moment final en X. Alors, vous initialisez d'abord le moment isostatique à 0 et la réaction isostatique à gauche à 0. Ce bout de code à partir de la boucle for que vous voyez juste là, ça va vous permettre, n'est-ce pas, de calculer cette réaction isostatique et cet moment isostatique pour la travée correspondante. Alors, une fois cela calculé, vous avez tout simplement à calculer maintenant le moment isostatique en X. Alors, cela est fait également par ici, c'est-à-dire, vous identifiez la charge, n'est-ce pas? Vous identifiez la localisation de la charge sur la travée, ce que nous avons expliqué dans les cours précédents, car c'est exactement la même chose que vous faites ici. Une fois cela fait, selon le cas de figure que vous avez devant, vous allez appliquer la formule appropriée pour le calcul de ces réactions. Alors, une fois que ce moment isostatique en X est calculé, juste ici, vous allez maintenant vous intéresser au moment hyperstatique. Ici, vous avez la formule de calcul de ce moment hyperstatique. Alors, le moment hyperstatique ici, qui est le moment à l'appui i, multiplié par 1 moins xi, multiplié par le moment à l'appui i plus 1 fois xi. Vous reconnaissez cette formule, n'est-ce pas? C'est juste une petite application que vous allez faire juste ici. Alors, juste après avoir calculé ce moment hyperstatique, vous allez donc regrouper l'ensemble de ces deux moments, c'est-à-dire le moment isostatique en x et le moment hyperstatique en x, pour obtenir le moment total. Vous avez ainsi le moment total qui est le moment isostatique plus le moment hyperstatique. Et c'est ce moment total-là que vous allez retourner. Alors, par la suite, vous avez les efforts tranchants et les déformés. Ici, vous avez donc la formule de la déformée de la boucle. La déformée qui est égale à V seconde de x qui est égale au moment en x divisé par EI, c'est-à-dire la rigidité. Pour une travée donnée, vous aurez donc V seconde de I et x égale à MI et x divisé par EI, indice I, tout simplement. Vous avez ainsi, n'est-ce pas, cette méthode pour le calcul des efforts tranchants. Rappelez-vous, vous avez eu à calculer les efforts tranchants précédemment, mais c'était aux appuis. Cette fois-ci, vous allez utiliser donc le même procédé, c'est-à-dire la méthode continue, c'est-à-dire moins dérivé de m par rapport à x, pour calculer donc ces efforts tranchants tout au long de votre poutre, afin de pouvoir tracer ainsi la courbe des efforts tranchants. Ce code vous permet de tracer, bien de calculer aisément cet effort tranchant-là. Ici, vous avez donc cette valeur de epsilon qui est un flottant pris à 10 puissance moins 6 ici. Juste au niveau de la définition, n'est-ce pas, de ces différents paramètres. Que si x est inférieur, est strictement inférieur à epsilon, alors le moment en 1, ici, sera égal tout simplement au moment calculé en x. Et le moment à 2 sera tout simplement au moment en x plus epsilon. Dans ce cas, vous allez retourner m2 moins m1 divisé par epsilon. Comme alternative ici, si x est supérieur tout simplement à la longueur totale moins epsilon, le moment en 1 sera tout simplement égal au moment calculé en x moins epsilon. Le moment en 2 sera tout simplement au moment calculé en x. Dans ce cas, vous aurez retourné également la même formule du moment, mais avec ces deux valeurs calculées. Alors, dans le cas contraire, nous aurons tout simplement le moment en 1 qui sera égal ici au moment calculé en x moins epsilon et le moment en 2 qui sera égal au moment calculé en x plus epsilon. C'est-à-dire où nous avons ni epsilon inférieur, x inférieur à epsilon, ni x supérieur à longueur totale moins epsilon. Dans ce cas, c'est cet élément qui sera tout simplement appliqué. Par la suite, ou bien enfin, ici, vous avez la méthode qui permet de générer donc tout simplement ce diagramme. Dans cette méthode, juste ici, vous avez donc là le calcul de la déformée par intégration double. Donc là, vous commencez par initier votre vecteur déformé ici.
Et là, vous avez votre rotation également. Tout ça, ce sont des vecteurs initiaux à 0. Alors ici, vous avez dx qui est égal à x1 moins x0. Les différenciations ici, qui, dans l'approximation par la méthode discrète, sont tout simplement les différences, c'est-à-dire les différences de position. Donc, vous calculez ces différences de position. Ensuite, vous appliquez cette formule dérivée que vous avez vue ici. C'est-à-dire dm divisé par dx. Donc, petite variation des moments divisé par petite variation, tout simplement des distances. Alors, c'est exactement ce qui est fait dans ce bout de code, comme vous le voyez juste ici. Alors, une fois cela fait, vous avez donc cette rubrique portant sur la création des interfaces graphiques. Alors, vu que vous avez déjà une compréhension assez profonde, n'est-ce pas, de nos programmes ici, cette partie, je vais faire filer cela. Vous aurez donc le lien de téléchargement, n'est-ce pas, de ce fichier notebook, de ce fichier Python tout simplement en description. Vous pourrez donc aller à l'intérieur, effectuer, n'est-ce pas, des modifications à votre guise et, n'est-ce pas, lire et comprendre tout simplement cette partie ou bien ce code de création de l'interface graphique. Ce code est certes un peu long, mais très simple en fait. C'est utiliser des concepts très simples en Python pour, n'est-ce pas, la conception de notre interface graphique. Je vous invite donc à télécharger ce fichier via le lien présent en description pour pouvoir apporter certaines modifications et corriger certaines erreurs potentielles. Car jusqu'ici, nous avons fait exprès ici de commettre quelques petites erreurs au niveau de l'affichage, par exemple, des déformés. Alors, comme exercice, vous pourrez tout simplement aller en description, télécharger ce fichier et corriger tout simplement ces éléments au niveau du calcul des déformés. Alors, nous allons à présent exécuter ce code et tester tout simplement l'ensemble des éléments que nous avons fait jusqu'ici au niveau de l'interface graphique. Alors, juste ici en bas, vous avez donc le code total. Donc là, vous avez le programme complet juste ici. Donc là, nous allons tout simplement exécuter ce programme et apprécier le résultat. Alors, une fois le code exécuté, voici ce que nous avons juste devant nous. Là, nous avons notre interface, n'est-ce pas? Procédons à un cas simple. Vous voyez que par défaut ici, la longueur totale de notre poutre ici est par défaut calée à 10. Valeur que vous pouvez changer naturellement. Donc, une fois que vous avez introduit la valeur de la longueur totale de votre poutre, vous allez tout simplement cliquer sur Initier ou bien Initialiser. Une fois que vous avez initialisé cela, là, vous avez donc la possibilité d'ancrer naturellement les positions des appuis dans la partie concernant les appuis. Par exemple, là, nous allons après un appui simple à la position 0. Lorsque vous ancrez cette position, vous définissez le type d'appui. Là, vous avez la liste des types d'appui qui sont juste ici. Donc, vous choisissez votre type d'appui et là, vous allez tout simplement valider. Donc là, vous ajoutez. Nous allons mettre un autre appui à la position 5. Et là, vous ajoutez un autre appui naturellement à la position 10 par exemple. Et là, vous allez tout simplement ajouter. Nous avons 3 appuis, n'est-ce pas? Donc 2 travées. Ici, vous avez les propriétés des travées. Là, vous avez le numéro de la travée. Là, vous avez le module de Young. Et là, vous avez, n'est-ce pas, le moment d'inertie. Donc, voici des valeurs par défaut qui sont ancrées pour ces éléments-là. Valeurs que vous pouvez naturellement changer pour le module de Young et le moment d'inertie. Et lorsque vous voulez changer cela, vous allez donc ancrer tout simplement le numéro de la travée correspondant. Dans ce cas, par exemple, nous avons 2 travées, n'est-ce pas? Donc, nous avons la travée 1 puis la travée 2. Pour la travée 1, nous suffira donc d'ancrer une, par exemple. Et là, vous cliquez sur Définir travée. Maintenant, pour la travée 2, vous ancrez tout simplement 2 comme ceci et vous cliquez sur Définir travée. Maintenant, vous avez la possibilité juste là d'ancrer tout simplement notre charge repartie. Rappelez-vous, pour entrer une charge repartie dans ce cas, nous devons donc ancrer tout simplement le début de notre charge repartie, c'est-à-dire la coordonnée du début de notre distribution de charges. Dans ce cas-ci, supposons que nous souhaitons faire une distribution de charge, n'est-ce pas, tout au long de notre poutre. Là, nous ancrons par exemple 0 comme début. Comme fin, nous allons ancrer ici 10 comme ceci. Et comme intensité, prenons par exemple une intensité, disons, de 9 kN par mètre. Alors, une fois cela fait, vous cliquez sur Ajouter. Et là, libre à vous, vous pouvez utiliser le même procédé pour ancrer la charge ponctuelle, car rappelez-vous, comme attribut pour une charge ponctuelle, vous avez la position ici, et vous avez également la force qui est exprimée en kN. Une fois cela fait, vous cliquez également sur le bouton Ajouter charge ponctuelle. Alors là, une fois lancé ces éléments faits, vous cliquez tout simplement sur Calculer. Lorsque vous cliquez sur Calculer, vous avez donc le diagramme des moments fléchissants qui apparaît juste là.
ici, vous avez le diagramme des effets tranchants qui va apparaître comme cela. C'est très magnifique, n'est-ce pas? Mais ici, en ce qui concerne le diagramme de déformé des poutres, vous verrez que de façon graphique, bel et bien, nous avons bel et bien une erreur à ce niveau. Donc ici, c'est un petit exercice que je vous donne. Vous avez le lien de téléchargement, n'est-ce pas, de notre fichier en description, notebook en description. Vous pouvez télécharger et aller dans le code, modifier tout simplement les opérations effectuées au niveau du calcul des déformés pour obtenir enfin ici un graphe qui est réellement juste. Alors, c'était donc tout pour cette vidéo. On va se retrouver à très bientôt pour un autre tuto ou pour un autre projet portant sur la programmation Python appliquée au génie civil. Surtout, n'hésitez pas à partager massivement, à vous abonner et à liker. À très bientôt, les ingénieurs.